Bonjour. Alors, dans le cadre de la préparation au concours Sciences Po et du thème annuel l'alimentation, je vous propose aujourd'hui de traiter la question qu'est-ce que bien manger? Alors, est-ce que le philosophe peut avoir quelque chose à dire sur cette question? Qu'est-ce que bien manger? Est-ce que le fait de s'alimenter, est-ce que la question de la nourriture est quelque chose qui revient aux spécialistes de l'alimentation, aux diététiciens, aux médecins? Ou bien est-ce que le philosophe peut avoir quelque chose à dire sur cette question-là, sur le bien manger? Euh, Est-ce que donc là encore une fois, on pourrait pas dire que la philosophie pourrait s'intéresser à des choses d'ordre intellectuel ou spirituel sur lesquelles on pourrait l'entendre. Par contre, par rapport à des questions relatives à l'alimentation, on pourrait se dire voilà, j'irais plutôt écouter le médecin, peut-être le naturopathe, plutôt que le philosophe. Pourtant, il n'y a aucun sujet que la philosophie n'ait la possibilité de traiter ou à laquelle aucun sujet auquel elle ne s'intéresserait pas. Voilà, des choses très concrètes de l'existence, comme la dimension du désir, la dimension de la sexualité, par exemple, le sommeil, le repos, la fatigue, l'effort, par exemple, autant de questions très matérielles et concrètes que le philosophe peut être amené à traiter ou réfléchir. Et donc ici, on va essayer donc de réfléchir à cette question. Et là, pour savoir ce que ce serait bien manger, alors la question qui se posera, c'est de savoir si on est là finalement dans la compréhension d'un phénomène, celui de se nourrir et de s'alimenter, mais qu'il faudrait comprendre à partir d'un ordre différent, c'est-à-dire l'ordre moral, qui pose la question du bien. Hein. Bien manger, ce serait finalement se tourner vers le bien, et donc finalement, on aurait là peut-être une discipline à la fois théorique et pratique. Hein. Théorique, je pense à la diététique, et pratique, parce que tous les jours, normalement, quotidiennement, nous mangeons, qui serait donc indexé par exemple à une discipline supérieure, différente, l'éthique, la morale, ou bien est-ce que la question du bien manger nous amènera donc à réfléchir sur ce que manger veut dire, sur ce que se nourrir veut dire, et à partir de là, tâcher de déterminer le sens de ce que serait bien manger sans devoir forcément convoquer quelque chose d'autre ou d'extérieur, un ordre éthique par exemple. Et en soi, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire de bien manger ou bien de mal manger? Euh, voilà, qu'est-ce que on pourrait donc apprendre là-dessus en réfléchissant sur cette question-là. Alors, dans une première partie, je voudrais commencer en signifiant le fait que la philosophie n'est pas étrangère à la question du bien. Et de ce fait, le fait de bien manger n'est pas une petite question, une question extérieure pour le philosophe ascète. Hein, donc l'ascète, c'est celui qui s'inflige un peu des privations ou qui serait un peu dans sa vie spirituelle, méditative, contemplative, réfléchissante, finalement se détournant de cette basse question matérielle. Le fait de bien manger n'est pas une question sans noblesse, et elle peut parfaitement rentrer dans le cadre d'un questionnement éthique. Et un philosophe qui l'a fait, par exemple, c'est Aristote, qui a médité sur la question du bonheur, en grec euzen. Ça s'écrit de la façon suivante, donc euzen, hein, donc je l'écris en caractère latin, euzen, zen en grec, hein, zoon c'est la vie, et c'est bien, hein, ou bonne. Hein, donc le bonheur, c'est la question de la bonne vie pour Aristote, donc dans l'éthique à Nicomaque, et selon le Stagirite, c'est-à-dire selon Aristote, le bonheur va consister dans la vertu. La vertu, c'est le fait que, si vous voulez, chez Aristote, l'âme a deux parties. Une partie qu'il qualifie de appétitive, l'appétit ou le désir, en grec c'est le terme orexis, O-R-E-X-I-S, donc le désir, qui doit se trouver indexé à l'ordre de la raison.
Et donc, cette partie plus intellectuelle de l'âme doit commander finalement les désirs. Et pour Aristote, le bonheur sera dans la vertu, et la vertu est définie par Aristote, donc dans l'Éthique à Nicomaque, livre 2, chapitre 5, comme étant une juste mesure. De ce fait, il va y avoir une juste mesure par rapport à toute chose et par rapport à toute chose pratique donc dans nos actions. Par exemple, cette juste mesure chez Aristote doit se situer entre un excès et un défaut. La juste mesure, c'est le terme mésotès, hein, en grec, M-E-S-O-T-E-S. La mésotès, la juste mesure entre un excès et un défaut. Par exemple, il y a un excès dans le rapport à l'argent, par exemple dans la générosité. C'est ce qu'Aristote va appeler la prodigalité. C'est traité donc au livre 3 de l'Éthique à Nicomaque. Et puis, il y aurait un défaut dans le rapport à la générosité par rapport donc à l'argent, qui serait l'avarice, par exemple, hein, le fait donc de ne pas vouloir donner ou de donner très peu ou chichement. Eh bien, dans le rapport à la nourriture, on peut penser que pour tout un chacun, se pose aussi une mésotès, une juste mesure. Donc la notion de vertu chez Aristote est une excellence, et cette excellence pour Aristote donc n'est pas un maximum à obtenir, c'est plutôt donc un juste milieu entre cet excès et ce défaut. Et donc le rapport à un rapport excessif à la nourriture, par exemple, serait la gloutonnerie, de manger plus que je n'ai besoin, comme ça peut arriver par exemple aux fêtes, quand on mange un peu de trop, plus que de besoin. Et le défaut de nourriture serait par exemple cet effort excessif, enfin le défaut, cet effort un peu dans la privation, dans des privations excessives, par exemple pour des raisons diététiques, parce que je vais à tout prix maigrir, ou pour des raisons de mode, pour des raisons politiques peut-être aussi, où l'esprit prend le dessus en s'infligeant donc un jeûne pour ne pas manger. On peut penser ici à une grève de la faim, ou aussi peut-être pour des raisons spirituelles ou religieuses, où on peut manger peu, très peu, ou pas du tout. Hein, par exemple, comme quand on fait le carême, ou peut-être le ramadan, où on va manger moins, en tout cas pour des raisons spirituelles et religieuses. Dans ce rapport donc à l'alimentation, pose bien donc des questions donc d'ordre éthique, de comportement, en vue donc d'une vie bonne. Alors, ce serait quoi bien manger, bien s'alimenter? Est-ce que on est là dans quelque chose qui, voilà, ne serait pas finalement un peu exclusivement question d'ordre médical ou seulement physiologique et diététique? Eh bien, il nous semble que cette question donc n'est pas donc exclusivement physiologique, on le voit. Il y a donc un rapport au bien, dans le fait de bien manger. Par exemple, on peut penser à ce que dit Épicure dans la lettre à Ménécée, dans la mesure où, selon lui, donc le bonheur va consister donc dans l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, qui est dépendante de l'aponie. L'aponie, L apostrophe et A-P-O-N-I-E, c'est-à-dire la tranquillité ou le bien-être du corps. Pour Épicure, le bonheur consiste dans un calcul raisonné des plaisirs et des peines. Donc il faut fuir la souffrance, rechercher le plaisir, et de ce fait, hein, Épicure va être amené à distinguer différents désirs, ceux qu'il va qualifier de naturels et nécessaires, ceux qu'il qualifiera de naturels et de non nécessaires, ceux enfin qu'il qualifie de non naturels et de non nécessaires. Pour les désirs naturels et nécessaires, on peut penser donc justement à l'alimentation ou le fait de s'hydrater, ce qui est une nécessité corporelle. Pour les désirs naturels et non nécessaires, on peut penser donc aux désirs qui peuvent avoir une implication du point de vue de la variation des plaisirs et des peines. C'est-à-dire qu'on peut rechercher par exemple plus de plaisir à condition donc d'éviter la souffrance,
selon ce que dit Épicure. Ça peut être par exemple pour les désirs naturels et non nécessaires. On peut penser en fait à, par exemple à la sexualité, ou on peut penser aussi, dans l'exemple de l'alimentation, à une alimentation qui serait spécifique et non générique. C'est-à-dire génériquement, nous devons nous alimenter, mais spécifiquement, on peut choisir donc telle ou telle espèce. On pourra choisir par exemple un bon plat de couscous, ou bien des pâtes, ou bien des fruits, des légumes. Donc on peut choisir son alimentation. Donc on est là dans quelque chose qui peut varier en fonction donc du plaisir qu'on éprouve, ou de la sobriété en fait, hein, donc dans ce qu'on va éprouver, par exemple une alimentation sans sucre ou avec moins de sucre pour éviter par exemple des hypoglycémies, etc. Donc le sucre n'étant pas absolument nécessaire. Donc bref, des désirs naturels non nécessaires. Et enfin, pour les désirs non naturels et non nécessaires, il s'agit, selon Épicure, du désir d'insatiabilité, l'illimitation, la recherche des honneurs, de la gloire, le désir d'immortalité, qui sont pour Épicure en fait des impasses, dans la mesure où ils sont illusoires. Euh, donc pour Épicure, on voit que le désir est évalué à l'aune donc du plaisir et des peines, et qu'il n'est pas dépendant de l'objet désiré, de la chose désirée, mais plutôt donc du rapport à cet objet, à partir du plaisir qu'on éprouve, hein, ou de la souffrance qu'on va essayer d'éviter. Euh, de ce fait, il semble ici que si c'est le rapport à la chose par rapport au plaisir et aux peines, c'est finalement pas tellement l'objet qui est en jeu, mais la disposition, on pourrait presque dire subjective, ou de la personne qui éprouve le plaisir ou qui éprouve la peine. Euh, Vous voyez, donc par exemple, on peut très bien imaginer que par les préférences que j'ai, je peux préférer tel type d'alimentation, mais on peut imaginer que pour l'ascète, c'est-à-dire celui qui se prive, à l'inverse, son plaisir sera de manger peu, d'être sobre. Épicure lui-même disait que je peux rivaliser de bonheur avec l'Olympe, c'est-à-dire avec les dieux qui sont éternellement satisfaits, avec deux olives et un verre d'eau. Donc, pour dire la sobriété du sage, qui finalement, pour éprouver un grand plaisir, n'a pas besoin d'aller chercher donc des mets succulents ou des raffinements excessifs. De ce fait, on peut considérer ici que le fait de bien manger est à géométrie variable, que cela dépend de la personne, et c'est aussi un peu ce qu'on pouvait voir avec Aristote, puisque finalement, la question de l'alimentation pouvait dépendre finalement de la constitution de la personne. Quelqu'un qui est gros et corpulent va avoir besoin de manger plus que quelqu'un qui serait chétif ou bien fluet. De ce fait, en pensant la question de l'alimentation à partir du bien manger, il semblerait que l'on indexe le fait de manger ici à l'ordre du bien et que la réponse qui serait apportée pourrait dépendre de la personne. En fait, on pourrait dire quel est le bien pour un tel ou une telle. Donc, la chose est très variable en fonction de l'éthique de la personne, en fonction de comment elle doit se comporter. Et à partir de là, si on veut, il semblerait que on ne pourrait pas définir à partir de la nourriture ou à partir du fait de s'alimenter, à partir de ce fait seulement, la détermination du sens de ce que serait bien manger. On va prendre un exemple. On pourrait dire qu'en soi, le caviar n'est ni bon ni mauvais, enfin, ou le pain, ou une nourriture salée. Tout dépend de qui la consomme. Et est-ce que c'est en excès ou est-ce que c'est en défaut? Hein, un défaut de glucides, par exemple, etc., serait peut-être dommageable. Donc, l'hypoglycémie peut être dommageable, par exemple, pour quelqu'un qui sera en carence de sucre. Donc, de ce fait, voilà, ou une insuffisance en eau, etc., qu'en fait. Euh, on peut supposer qu'il y a des vertus du vin, mais c'est donc l'excès de consommation d'alcool qui finalement va devenir dommageable. Donc finalement, en pensant le bien manger ici, on l'indexe à un ordre éthique qui dépend d'autre chose, qui dépend d'un ordre finalement supérieur, mais que le fait de s'alimenter ne peut pas, dont le fait de s'alimenter ne suffit pas à fournir les critères suffisants pour déterminer ce qui serait bien ou mal. Alors,
Ce qu'on va se proposer, c'est d'essayer de voir si dans un deuxième temps, on ne pourrait pas penser à partir du fait de s'alimenter lui-même, la question du bien manger, ou bien est-ce que définitivement il faudra conclure que cette question-là, du bien ou du mal manger, serait finalement définitivement hétérogène au fait de s'alimenter en lui-même. Alors, dans un deuxième moment, j'aimerais ici reprendre cette question donc de l'alimentation, cette question du manger, en considérant que dans le fait de manger, il n'y a pas là quelque chose qui serait finalement un phénomène accidentel, secondaire, corporel, physiologique et finalement hétérogène ou hétéronomique, hein, donc avec la question du bien, avec cette question du bien qui serait d'un ordre supérieur, peut-être spirituel ou moral, et finalement qui engloberait donc la question de s'alimenter, mais l'alimentation comprise comme étant un fait secondaire. Il me semble que l'alimentation peut être comprise comme une métaphore de l'existence et de la vie, puisque quand on considère le fait de manger ou le fait de s'alimenter, c'est notre rapport au monde qui est en jeu, c'est notre relation au monde, notre relation à la nature qui est en jeu. De ce fait, dans le fait de manger ou dans le fait de s'alimenter, il faudrait considérer cette double dimension. D'abord, le fait qu'il s'agisse d'une activité autarcique, qu'on peut repérer dans le fait de s'alimenter. On a là ici un verbe réfléchi. Euh, voilà, donc un verbe réfléchi, je m'alimente. Donc une activité autarcique ou bien si on veut d'autosuffisance. Et en même temps, il faut tenir cette deuxième dimension que par le fait de s'alimenter ou par le fait de manger, nous sommes nécessairement ouverts à l'extériorité, dépendant finalement du milieu extérieur avec lequel nous sommes en interaction. De ce fait, dans l'alimentation, on peut trouver un élément de définition du vivant dans son ensemble, pas seulement de l'être humain, mais du vivant. Je pense ici à une œuvre, par exemple, écrite par un auteur qui s'appelle von Uexküll. Je vais écrire au tableau. Euh, von Uexküll. Qui a écrit un livre qui s'appelle Mondes animaux et monde humain. Mondes animaux et monde humain, au pluriel pour l'animal et au singulier pour l'être humain. Et dans cet ouvrage, von Uexküll, qui est un spécialiste des questions de la nature, définit et redéfinit ce que c'est que le monde pour l'animal, qui est, donc c'est un auteur allemand, l'animal qui est un individu toujours en interaction avec son milieu. En allemand, c'est le terme Umwelt, U-M-W-E-L-T. Welt, c'est le monde, et Umwelt, c'est le monde environnant. On pourrait traduire l'environnement. Et ce que dit von Uexküll, c'est que l'animal n'est jamais à comprendre ou à considérer comme étant un individu isolé, un peu comme Descartes va le comprendre, de façon mécanique, comme si l'animal était donc un être complètement autonome et indépendant. Il est nécessairement en interaction avec son milieu, avec lequel il faut le penser dans une forme de continuité finalement. Hein, donc on ne peut pas penser le sujet animal indépendamment du monde objectif, en tout cas du monde qui l'entoure, quoi. Donc l'animal n'est pas un automate mécanique, il est en interaction avec le vivant, et le fait de s'alimenter ou le fait de manger, justement, manifeste quelque chose finalement d'essentiel de la relation de l'animal qui est à la fois un être autonome et en interdépendance, à penser donc dans la continuité avec son milieu. De ce fait, dans le fait de s'alimenter, dans le fait de manger, se pose la question du vivre et du bien vivre, pas seulement pour l'être humain, donc à partir d'un ordre de questionnement qui serait seulement éthique ou moral, mais du point de vue de l'être vivant.
D'une certaine façon, on pourrait dire ici que l'alimentation, ou le fait de manger, définit l'être de la chose en question. Par exemple, von Uexküll, dans Mondes animaux et mondes humains, analyse la vie d'une tique, hein, la vie et la mœurs d'une tique, hein, qui est un parasite, qui est aveugle, sourd, mais qui cependant a la capacité donc de sentir, c'est-à-dire la capacité olfactive, la capacité de toucher, mais donc la tique est aussi ageusique, c'est-à-dire qu'elle ne perçoit pas le goût. Donc des expériences ont été faites pour voir si, donc en faisant ingurgiter un liquide à 37 degrés, de la même température que le sang, par exemple, la tique, indifféremment, va s'alimenter et boire le liquide à 37 degrés en croyant que c'est du sang. Elle ne fait pas la différence, en fait. Par contre, elle a la perception olfactive de ce qu'on appelle les follicules sébacés, c'est-à-dire de ce que tous les mammifères émettent comme odeur, hein, liée à la sudation, à la sueur, par exemple. Et donc la tique, quand elle repère le passage d'un mammifère, elle se laisse tomber dessus, elle a le sens du toucher, donc elle repère une zone cutanée sans poils pour aller plonger sa tête dedans et s'alimenter. Donc ce qui va définir la tique, c'est quoi? C'est le fait de trouver une proie, de se gorger de sang, de boire son sang, et puis de se laisser tomber et de pondre pour faire d'autres tiques. Voilà. Donc ici, on voit que chez l'animal, l'alimentation n'est pas une question accidentelle, elle est fondamentale, nécessaire, essentielle. C'est à partir de quoi donc l'animal, en tant qu'être vivant, finalement, se définit. Si bien que dans une classification naturaliste, par exemple, on va reconnaître les animaux à leurs empreintes, à leurs caractéristiques physiques, physiologiques, mais aussi en définissant le milieu dans lequel ils vivent, ce de quoi ils s'alimentent, etc. Et donc ici, à partir de cette démarche d'analyse, eh bien, on pourrait dire que finalement, dans l'alimentation, c'est peut-être une question bien plus essentielle qui est en jeu et pas seulement une question accidentelle. Alors, la question qui se pose, c'est en quoi l'alimentation pourrait nous définir, nous, êtres humains, nous qui sommes omnivores, c'est-à-dire qui pouvons manger n'importe quoi. Donc de là, quelles seront les incidences finalement d'un bien manger ou d'un mal manger, en fait. Euh, alors, est-ce que cette question alimentaire est finalement un peu accidentelle? On peut dire finalement ça dépend des cultures, des habitudes, des mœurs, etc., de l'état d'esprit, ou bien est-ce que, à l'inverse, l'alimentation peut dire quelque chose de très essentiel sur nous? Là, je m'appuierais volontiers sur une pensée, la pensée de Nietzsche, qui justement s'appuie sur la métaphore, ce qu'il appelle la métaphore gastro-entérologique, pour penser finalement le rapport de l'homme aux choses, pour penser le rapport de l'homme à la vie. Donc Nietzsche, ça s'écrit Nietzsche, pardon. Et donc, cette métaphore gastro-entérologique est une métaphore, c'est-à-dire chez Nietzsche, un déplacement à partir duquel on va pouvoir penser, je dirais donc l'être humain dans son rapport à lui-même et dans son rapport aux choses, mais il faudrait bien considérer que cette métaphore nietzschéenne n'est pas une image secondaire pour dire quelque chose de plus essentiel, par exemple quelque chose de spirituel. C'est que pour Nietzsche, l'esprit humain, la conscience, est à comprendre à partir du corps. Car le concept de corps ou la réalité du corps chez Nietzsche est la réalité fondamentale, la réalité plurielle, multiple, à partir de laquelle donc, nous avons rapport à toute chose et rapport au monde. Et donc, qu'est-ce que nous apprend l'alimentation? Alors, qu'est-ce que nous apprend le fait de manger dans tout ça? Eh bien, par exemple, dans la généalogie de la morale, dans la deuxième dissertation, Nietzsche explique que celui qui a un rapport à la vie
et qui finalement n'arrive pas à oublier, celui qui est sans cesse en train de ressasser est dans une certaine posture spirituelle qui en fait relève d'un défaut de digestion, comme quelqu'un qui saurait pas bien digérer en fait. Donc l'être humain, c'est l'être de la nature qui peut mal digérer le réel, d'une certaine façon mal le consommer, mal le consumer, et ce défaut de digestion se traduit par une espèce de constipation spirituelle, c'est-à-dire cette mémoire qui ressasse. La mémoire qui ressasse, qui retient tout, c'est ce que Nietzsche appelle aussi, donc dans la généalogie de la morale, donc cette espèce c'est ce qui donne lieu à cette morale du ressentiment, c'est-à-dire qui revient toujours donc sur le passé et qui surtout recherche une espèce d'idéal absolu. Hein, c'est le cas pour Nietzsche dans la morale ou dans la religion, qui finalement est une espèce de fuite dans un arrière-monde, dans un monde éternel, le paradis, etc., qui pour Nietzsche est une négation de cette vie-ci. Il n'y a pas d'autre vie pour Nietzsche que cette vie-ci. Donc, il y a dans l'alimentation ou dans le manger quelque chose qui peut très essentiellement dire notre rapport au monde, notre rapport au réel et finalement notre tournure d'esprit. Il se trouve que donc, de ce fait, que la constipation, comme la mémoire qui ne s'est pas oubliée, sont des choses qui relèvent finalement d'une espèce de dérèglement ou de dysfonctionnement physiologique et spirituel. L'esprit, encore une fois, étant à comprendre chez Nietzsche à partir donc du corps. On voit que là, il n'y a pas seulement donc une image dans l'alimentation ou dans le fait de manger pour essayer de comprendre ce que serait l'être humain ou la spiritualité de l'être humain, bien au contraire, on voit que dans le manger se traduit quelque chose de très essentiel, c'est-à-dire le bien-être, ou bien dans le mal manger, quelque chose qui traduirait le mal-être. De ce fait, ce qu'on appelle la malbouffe, enfin aujourd'hui donc ce mauvais rapport à la nourriture que nous pourrions avoir aujourd'hui, dans un rapport à la nourriture facile, vite consommée, qui témoignerait finalement d'un défaut de culture, d'un défaut de prendre le temps pour finalement s'alimenter n'importe comment, à partir de soda, de sucre, etc., pour très vite couper la faim, avec des coupes-faim en fait. Il y a quelque chose qui traduirait là un mal-être ou un mal-vivre. Et on voit, donc, avec la référence que nous avons fait à Nietzsche, que dans l'alimentation, dans le fait de manger, c'est donc bien notre rapport au monde qui est en jeu dans sa totalité. Euh, de ce fait, la question qui se pose maintenant, et qui va m'amener vers une troisième partie, c'est c'est de se demander si dans le fait de manger, finalement, est-ce que ce sont finalement toutes les dimensions de notre existence qui sont en jeu ici. Est-ce que finalement, comme dit Obélix, quand l'appétit va, tout va? Est-ce que tout tient à partir donc de ça? Ou bien, encore une fois, est-ce que le bien manger ou le mal manger relève de quelque chose qui, malgré tout, ne serait pas à comprendre exclusivement à partir de l'hyper-importance que nous avons donnée ici dans cette deuxième partie, l'hyper-importance de la nutrition. Alors, c'est mon dernier moment d'analyse. Le fait de bien manger est certes donc une question diététique, question médicale, mais pas exclusivement. Euh, Peut-être qu'il faudrait redire et repréciser ici du fait de la grande importance que nous avons donnée donc au fait de manger dans la deuxième partie, que pour autant nous ne sommes pas non plus qu'un corps et nous ne sommes pas non plus qu'un vivant. Le vivant ayant été finalement le paradigme ou le modèle à partir duquel nous avons pensé notre rapport à l'être dans notre deuxième partie. Hein, donc de par un rapprochement finalement avec notre condition animale. Nous ne sommes pas qu'un être vivant, nous sommes aussi des existants. L'existant, je le définirais de la façon suivante en disant que l'être existant, qui est l'être humain, c'est l'être qui a conscience de lui-même,
qui de ce fait se projette dans l'existence en considérant que finalement sa vie, eh bien, ce n'est pas seulement, ce n'est pas que la vie, le fait d'être vivant. Sa vie, et c'est déjà ce qui avait été évoqué donc dans la première partie, c'est aussi le fait de bien vivre. Hein, donc en grec, nous avons dit tout à l'heure eutzen, et de ce fait, le fait de bien vivre nous amène, et nous l'avions déjà repéré dans un premier moment, au-delà de la seule question alimentaire. Elle pose en effet donc la question donc, du bonheur, et question du bonheur qui ne trouve pas sa réponse seulement dans le fait d'avoir ce qu'on appellerait une vie équilibrée. Par exemple, on pourrait dire une vie équilibrée, eh bien, ce serait faire un peu de sport, faire un peu de lecture, avoir un peu de vacances, un peu d'activité physique, pourquoi pas une aventure amoureuse, etc. Mais toutes ces questions sont finalement des questions, j'allais dire, bien matérielles, qui ne suffisent peut-être pas dans la mesure où l'existence pose aussi la question du sens. Et on pourrait avoir une vie parfaitement équilibrée en termes de nutrition, d'activité physique et d'activité intellectuelle, de lecture ou relationnelle et sociale, et pour autant nous trouver dans une situation d'anémie spirituelle ou dans une situation peut-être de mal-être. C'est que le fait d'exister, encore une fois, ne nous met pas seulement face aux problèmes alimentaires, c'est-à-dire au problème du seul manger. Le fait donc de s'alimenter, si on le reprend, dépasse donc la seule nutrition, puisque il n'y va pas que de la question de notre autosuffisance ou de notre autarcie tout à l'heure, comme nous l'avons dit, en interaction avec notre milieu naturel. De ce fait, l'existence a besoin essentiellement, selon nous, donc d'être alimentée ou de s'alimenter, mais pas seulement dans un sens nutritionnel, relatif donc à la nourriture physique. C'est que l'existence humaine est à la fois donc autonome et en même temps altéro-centrée, c'est-à-dire ouverte sur ce qui est autre qu'elle-même, en se posant la question toujours de ce qui nourrit mon existence. Euh, de ce fait, la question donc de l'alimentation est aussi une question d'ordre spirituel, parce que ce qui va nourrir notre existence, c'est pas seulement la nourriture physique. Les anciens disaient que nous sommes, je pense en fait c'est Platon qui dit ça dans le Timée, nous sommes comme une plante qui a ses racines dans le ciel. Autrement dit, ce qui nous alimente peut aussi être considéré comme étant d'ordre spirituel. Me vient alors à l'esprit une phrase extraite de l'Évangile selon saint Matthieu, qu'on pourrait prendre très au sérieux, et qui dit que, je cite, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Il s'agit d'une parole qui est prononcée par Jésus dans les évangiles. Je prends donc la chose très au sérieux, hein, puisque les références bibliques sont aussi des références culturelles et spirituelles, et qui peuvent nous permettre donc de méditer sur la question ici qui nous intéresse. Il s'agit du passage où Jésus a jeûné pendant 40 jours. Rappelons que c'est une possibilité pour qui a de l'entraînement. Il est possible de jeûner plusieurs jours en faisant attention, enfin, en évitant de se priver de liquide, hein, par contre, parce que là, au bout de quelques jours, ça peut être très dangereux. Mais on peut se passer de nourriture pendant assez longtemps ou avoir des pratiques de monodiète. Et donc, le fait de jeûner 40 jours n'est pas une science-fiction. Hein, donc, c'est le seuil limite hein, pour, malgré tout. Enfin, vous y risquez pas du jour au lendemain. Enfin, si vous le faites, vous souffrirez d'abord d'hypoglycémie sûrement parce qu'on est quand même très habitué au sucre dans nos habitudes de consommateurs aujourd'hui, mais on peut tenir assez longtemps. Et donc, à la fin de ce jeûne de 40 jours, le diable se présente vers Jésus, nous disent les textes, pour essayer de le tenter, notamment de lui dire, dis à ces pierres de devenir du pain et elles se transformeront en pain, hein, puisque tu as ce pouvoir-là, si tu es le Fils de Dieu, etc. Et Jésus de répondre, l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc cette parole, on peut l'entendre au sens où finalement la question
de l'alimentation peut avoir ou avoir un sens premier spirituel, à savoir dans la mesure où c'est relié à la question de savoir ce qui nous nourrit, ce qui nous alimente. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre, par exemple, dans les religions monothéistes, la pratique du jeûne. Il ne s'agit pas, en fait, hein, si on pense au ramadan, par exemple, qui est appliqué de façon assez rigoureuse par les musulmans pratiquants, hein, donc pendant une période de 40 jours où ils ne mangent pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, en mangeant seulement la nuit. On peut penser aussi donc à la pratique du carême, c'est assez relié, c'est aussi c'est une période qui dure 40 jours aussi, où le chrétien va s'imposer donc une discipline euh, donc pendant le même nombre de jours, 40 jours. Euh, Ça dure un petit peu plus longtemps le carême parce que les dimanches sont considérés comme étant des moments de rupture du jeûne. Eh bien, le fait de jeûner ici pour des raisons spirituelles ou religieuses n'est pas un rejet de notre condition physique ou un rejet de la nourriture, c'est plutôt un recentrement sur le sens de ce que s'alimenter veut dire. Euh, Celui qui jeûne, de toute façon, ne jeûnera pas indéfiniment. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas, en fait, dans le jeûne, en tout cas dans le sens chrétien du jeûne, puisque j'ai cité l'évangile de Matthieu, il ne s'agit pas donc de s'éprouver héroïquement pour se prouver sa propre puissance ou bien une surpuissance à partir de laquelle on pourrait affirmer donc une absolue autonomie spirituelle. Du point de vue du texte de l'Évangile, ce type de jeûne serait erratique, une erreur, parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer son autonomie spirituelle, il s'agit plutôt au contraire, dans le jeûne au sens chrétien en tout cas, d'éprouver sa propre dépendance. Et d'ailleurs, il y a cette dimension aussi, donc dans le jeûne, dans dans une autre religion monothéiste qui est celle de l'islam, c'est pas indépendant, par exemple, de la pratique de la zakat, c'est-à-dire donc de la charité, de l'aumône en fait, hein, c'est-à-dire dans le fait de partager sa nourriture avec celui qui a faim. Donc ça veut dire que cette pratique du jeûne ici, du jeûne, hein, J-E-U, circonflexe N-E, dans l'approche spirituelle et religieuse, est liée à l'épreuve de sa propre dépendance avec Dieu et de sa propre dépendance aussi avec les autres, avec lesquels on peut être amené à partager son pain ou sa nourriture, en fait. Ou bien en éprouvant peut-être la difficulté de l'autre qui n'a pas forcément de quoi manger. Donc ici, la cessation de l'alimentation, enfin la cessation de la nutrition plutôt par le jeûne n'est pas une rupture avec le fait alimentaire, puisque c'est au contraire alimenter sa vie spirituelle que de jeûner. Kierkegaard, hein, qui est un penseur chrétien protestant, dirait, par exemple, dans un livre qui s'appelle La maladie à la mort, que ce serait éprouver sa relation à Dieu, Dieu qui pour Kierkegaard est la force qui nous a posé dans l'être. Donc pour Kierkegaard, l'homme est essentiellement dépendant et, et dépendant donc, du créateur. Et donc c'est là qu'on trouve ici finalement une source intéressante pour penser ce que c'est que l'alimentation et le fait de manger. Il ne s'agit pas donc d'une activité purement autarcique et d'autonomie physiologique et naturelle seulement. Le s'alimenter, le S apostrophe de s'alimenter dans cette expression est un peu trompeur parce qu'il effacerait cette dimension essentiellement dépendante que l'on a mis en évidence dans le grand 2 en rappelant que l'être vivant qui s'alimente est toujours en interaction avec son milieu naturel, mais allons plus loin en disant que l'existant est toujours un être, l'existant qui est l'être humain, qui a besoin d'être alimenté et fondamentalement, spirituellement, avant que de s'alimenter nutritionnellement par donc de la nourriture physique. Donc, de ce fait, la question se pose à tout être existant, la question suivante,
qu'est-ce qui nourrit ta vie? Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Hein, de quoi est-ce que je m'alimente? Je peux constamment m'alimenter de jeux vidéo, de téléphones portables, de réseaux sociaux, de nourriture à tort et à travers, rapide, industrielle, mal conçue avec des produits dangereux. Tout ce qui est industriel n'est pas forcément dangereux, mais enfin voilà. Donc il y a aussi clairement de la malbouffe, avec aujourd'hui une tendance qui s'améliore pas, puisque vu les traités internationaux qui sont signés en ce sens, une espèce de sécurité alimentaire est en train de voler complètement en éclats, si bien que on donnera de plus en plus aux petites gens qui n'ont pas trop les moyens de bien s'alimenter de la malbouffe en bar. Hein, donc, qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que c'est, je disais, donc des addictions, hein, peut-être à la pornographie, peut-être la clope ou je ne sais quoi. Donc, la question de l'alimentation pose bien, comme le grand 2 l'avait pressenti, une interrogation dans mon rapport au réel, dans mon rapport à moi-même et dans mon rapport aux autres. Il y a donc là quelque chose qui est central d'un point de vue existentiel. Ce qui nous ferait dire, donc à la fin de cette analyse de notre troisième moment, que l'ordre diététique de l'alimentation est lui-même indexé à un ordre plus fondamental que je qualifierais d'existentiel et de spirituel. Ainsi, par exemple, d'un point de vue diététique, l'activité consommatrice des aliments, dans le fait de manger pas terrible, donc est révélateur de ce que nous sommes. On peut le voir par exemple dans l'attitude consumériste, du tout de suite, maintenant, dans l'attitude narcissique, hein, les pratiques du selfie ou de l'image et du quant à soi, l'activité productiviste aussi, donc d'un point de vue économique et social, l'individualisme, tout ça dénote une certaine façon finalement de s'alimenter, c'est-à-dire d'être dans un rapport à soi et aux autres. Et on peut, dans les dernières attitudes que j'ai ici nommées, hein, le consumérisme, le narcissisme, le productivisme, l'individualisme, on pourrait y voir autant de cancers contemporains qui sont autant de cancers spirituels ou de maladies, hein, qui débouchent sur tout un tas d'excès et dont les ultimes cancers physiologiques sont finalement la conséquence. L'obésité, l'anorexie, la dépression, le désespoir sont finalement tout cela des conséquences alimentaires, physiologiques, nutritionnelles, qui finalement relèvent d'une économie d'ensemble qui a oublié que l'homme était d'abord esprit et que c'était cet esprit qu'il fallait d'abord alimenter si on voulait d'abord se poser la question du bien-être ou du mieux-être. J'arrive maintenant donc à la conclusion de mon propos. Le fait de s'alimenter n'est pas du tout une question annexe et certainement pas une question non philosophique qu'il faudrait laisser aux diététiciens et aux médecins. Le philosophe n'a pas à prendre la place du diététicien, évidemment, ou du spécialiste en termes de nutrition, à laquelle nous laissons évidemment toute sa place, hein, ou bien au médecin quand il faut corriger peut-être certains excès ou suppléer certains manques, etc. Mais ici, nous affirmons que le fait de bien manger ou de mal manger, si ça peut impliquer une certaine éthique, comme on a pu le voir, eh bien, nous affirmons que même l'éthicité hein, du comportement, le caractère éthique du comportement, s'appuie sur un ordre plus fondamental encore, que nous qualifions d'existentiel et de spirituel, parce que l'homme est l'être qui, comme tout être vivant, doit s'alimenter, mais c'est l'être qui, existentiellement, doit s'alimenter, est alimenté, et à partir duquel, donc à partir de cet ordre, si vous voulez, spirituel, la question du mal manger ou du bien manger est fondamentalement liée à la question aussi donc de l'exister. Et de ce fait, tous les possibles sont là, hein, donc dans le rapport que je peux avoir à la nourriture, je puis finalement m'alimenter par excès pour, comme on dit, compenser ou décompenser. Mais on voit là qu'il y a sous-jacemment quelque chose, par exemple, de psychologique, peut-être un stress
ou à l'inverse, un non-besoin, je n'ai peut-être pas besoin de me jeter tout le temps sur la plaque de chocolat. C'est que finalement ce stress psychologique, lui aussi, s'appuie sur quelque chose donc de plus fondamental. J'ai dit donc de spirituel parce que fondamentalement, c'est la question du sens de l'existence qui est en jeu, de ma propre existence, de ma propre indépendance et de ma propre dépendance. Et qui se sait finalement fondamentalement dépendant peut trouver là, dépendant à cette question du sens, peut trouver là une source d'apaisement, peut-être une source intarissable, qui pourra lui permettre d'aborder, y compris ces questions de nourriture et de nutrition, de façon beaucoup plus posée et apaisée, de façon beaucoup plus équilibrée, dans la mesure où il aura commencé par remettre dans son existence de l'ordre. Voilà, je vous remercie.